Christine Bouillot. Allez, on est parti jusqu'à midi avec nos 4 débatteurs que je vais vous présenter dans un instant. Bien évidemment, on va continuer de parler des conséquences, des suites de la condamnation de Marine Le Pen pour détournement de fonds publics et inéligibilité pour 5 ans. Un appel a donc été avancé hier et la justice dit elle-même que, a priori, cet appel devrait avoir lieu avant l'été 2026. Le jugement, en tous les cas, ce qui ouvre un tout petit peu la fenêtre pour une candidature pour la présidentielle. On verra aussi les secousses et les remous qu'il y a derrière, les conséquences de cette stratégie de la part du Rassemblement national, puisque hier Marine Le Pen elle-même disait que c'était ce procès en appel une bonne nouvelle. Alors commentons ensemble la riposte annoncée dans le camp national. Faut-il sauver le soldat Marine Le Pen de leur côté avec ces pétitions, cette maintenant manifestation prévue dimanche? Voilà les différentes questions que l'on se posera. Les répercussions aussi au sein de la classe politique française. Hier, je vous rappelle François Bayrou qui s'est dit interrogatif, en tout cas que ce jugement suscite des interrogations et qui ne ferme pas la porte à éventuellement une refonte de la loi. C'est d'ailleurs ce que veut faire Éric Ciotti. Voilà toutes les conséquences et les interrogations que nous aurons ensemble. La reprise du dialogue entre Alger et Paris, est-ce l'œuvre de Bruno Retailleau ou tout simplement le travail de la diplomatie que l'on ne voit pas? Enfin, faut-il réguler l'installation des médecins? Ou encore, dernier sujet, si on a le temps par rapport à tout ce que l'on a à dire ensemble, la volte-face de François Bayrou, le Premier ministre, qui finalement dit qu'il veut interdire le voile dans les compétitions sportives. Autour de cette table, et je les salue, nos 4 débatteurs, Geneviève Götzinger, bonjour Geneviève, présidente de l'agence Image, Samuel Lafont, bonjour Samuel. Bonjour à tous. Porte-parole de Reconquête, Rémi Branco, bonjour Rémi. Bonjour. Vice-président du département du Lot, un des plus beaux départements de France. Auteur de Loin des villes, loin du cœur aux éditions de l'Aube, et Yves Damécourt. Bonjour Yves, viticulteur. Bonjour. Et ancien élu local. On va commencer avec vos coups de cœur. Alors Yves, puisque vous êtes là, ancien viticulteur, on attend la conséquence des droits de douane, ce fameux jour de libération de Donald Trump qui doit être annoncé dans la journée, son fameux décret de ces taxes et droits de douane. Est-ce que le monde de la viticulture retient son souffle? Le monde de la viticulture est inquiet, et le monde des alcools est inquiet. Vous savez que la balance commerciale de l'Europe avec les États-Unis sur les alcools, elle est excédentaire de 8,5 milliards. Les États-Unis exportent en Europe 1,5 milliard d'alcool et l'Europe exporte vers les États-Unis 10 milliards. Donc 4,5 milliards d'excédents pour la France. Et donc on se demande pourquoi Madame van der Leyen a été mettre sur la table une taxation sur le bourbon, qui est un alcool qui n'est quasiment pas consommé en Europe. C'est un peu comme si on allait à la guerre avec un lance-pierre. Enfin, c'est hallucinant. Il fallait mettre sur la table ce que les États-Unis exportent en Europe, qui sont notamment des services via les GAFAM, et montrer les trucs. Mais là, ça c'est ce qui était avant. Mais là, est-ce qu'on peut dire que vous vous préparez à encaisser le choc? Parce que en fait, si vous voulez, les États-Unis, on sait par exemple, je sais pas, dans le domaine de l'Armagnac, par exemple, ils ont déjà exporté massivement, enfin en tous les cas, fait des stocks aux États-Unis pour essayer d'encaisser le choc. Mais moi-même, j'exporte aux États-Unis, et donc les importateurs des États-Unis, depuis 6 mois, ont complété leur stock. Mais bon, ils n'ont pas non plus fait des achats mirobolants. Mais les États-Unis, c'est le seul marché mondial qui progresse sur l'alcool. L'Europe diminue, la consommation de vin en France diminue, la consommation de vin diminue à peu près partout. Les Chinois ont finalement fermé leurs frontières puisqu'ils ont planté 750 000 hectares de vignes, c'est-à-dire l'équivalent du vignoble français depuis 20 ans. Le Mercosur est arrêté. Aujourd'hui, il y a une progression de la consommation d'alcool en Amérique du Sud. Mais honnêtement, voilà, les alcools, c'est terrible. La bonne nouvelle du jour, c'est les exportations de pommes, puisque le fait que Donald Trump mette des barrières douanières sur les pommes fait que le Mexique a ouvert ses frontières aux pommes françaises. Et donc on va pouvoir avoir un nouveau marché avec le Mexique. Donc tout ça va bouger énormément. Sans doute que s'il y a des barrières douanières sur les alcools, la dernière fois que Donald Trump en avait mis, nos ventes avaient chuté, mais il avait fixé les barrières à partir de 14,5 degrés d'alcool. Donc on ne sait pas s'il y aura un taux d'alcool à partir de quel il y aura des barrières douanières. Si c'est 14,5, il y a des tas de vins qui sont en dessous de 14,5, donc ça touchera pas les vins. Par contre, ça touchera le cognac.
le cognac s'est développé grâce à la clientèle noire américaine et grâce aux rappeurs qui se sont mis à boire du cognac pour justement ne pas boire du bourbon. Donc aujourd'hui, voilà, on est dans l'expectative et ce jeu de Donald Trump met excusez-moi du terme, mais un grand bordel dans la filière viticole française qui n'avait pas besoin de ça. Nos confrères des Échos parlent des tarifs sans précédent depuis la fin du 19e siècle. C'est une véritable bombe commerciale. En tous les cas, c'est ce qui rebat complètement les cartes. La réponse de la France, de l'Europe, des autres pays, tout le monde est concerné. Il rebat les cartes, Samuel. Oui, ça rebat complètement les cartes. Et maintenant, il faut voir quelle sera la décision de la France. Est-ce que nous, on est prêt vraiment à se battre? Et est-ce qu'on a, comme il a été dit à l'instant, est-ce qu'on aura des décisions qui seront correctes? J'entends par là qu'on aura vraiment un impact avec des droits de douane qu'on peut mettre. Est-ce qu'on agira au niveau français seulement? Est-ce qu'on agira au niveau européen? Et est-ce qu'on laissera von der Leyen décider à nouveau pour les peuples alors que personne ne l'a élu? Rémi? Le problème, c'est pas von der Leyen. Vous l'avez dit, Donald Trump a déjà, lors de son précédent mandat, surtaxé nos alcools, nos vins, nos produits laitiers. Moi, ce qui m'embête un peu, c'est qu'on a les mêmes personnes qui vous disent Trump est fantastique, il faut voter pour lui, y compris depuis la France, et qui après viennent pleurer en disant ah mince, il faudrait qu'on réponde. Est-ce que c'est la France? Est-ce que c'est l'Europe? Attendez, le problème, c'est Donald Trump et sa politique agressive. Moi, je suis élu d'un territoire viticole, je suis dans la vallée du Lot, le Cahors. Déjà qu'on a des aléas climatiques impossibles, le gel, la grêle, la sécheresse, etc. Là, on nous plante des droits de douane supérieurs. Enfin, demain, le vignoble entier de Cahors va disparaître si on n'arrive plus à vendre notre Malbec, parce que vous le savez, à Cahors, c'est le Malbec qu'on vend, c'est le cépage, bien sûr, parce que depuis New York, Cahors, ils savent pas trop où c'est. En revanche, le Malbec, ils savent ce que c'est, le French Malbec. Si demain, on n'a plus cet export-là aux États-Unis, compte tenu du fait, effectivement, que la consommation en France, même en Europe, diminue sur le vin rouge, on est mort. Donc, il faut être cohérent, je pense, dans ce qu'on dit, ici ou là. On peut pas à la fois soutenir Trump aux élections américaines et après venir pleurer parce qu'il taxe nos vins. On sait qu'il l'a déjà fait et qu'il le refera. On va juste Geneviève. Oui, le problème c'est Donald Trump. Non, mais on est complètement d'accord avec ça. Le problème c'est l'agressivité de Donald Trump dans tous les domaines et effectivement en matière de taxation. Donc maintenant, la question c'est quand même de trouver la bonne riposte, la bonne réplique pour arriver à être dans une démarche de protection de nos produits, parce que finalement c'est la seule chose qui compte en fait. Allez, on va s'arrêter parce que c'est bientôt l'heure des infos de 11h et on vous retrouve tous les quatre, Yves Damecourt, Rémi Branco, Samuel Lafont, Geneviève Götzinger. On va tenter de se mettre d'accord. On va démarrer le tour de table avec vos coups de cœur et vos coups de gueule dans un instant, juste après l'info et les courses. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. 10h midi, mettez-vous d'accord, Christine Bouillot. Et en compagnie jusqu'à midi d'Yves Damecourt, viticulteur, ancien élu local, Rémi Branco, vice-président du département du Lot, auteur de Loin des villes, loin du cœur aux éditions de l'Aube, Samuel Lafont, porte-parole de Reconquête, Geneviève Götzinger, présidente de l'agence Image. Dans un instant, on va revenir sur les suites, les derniers développements concernant le procès de Marine Le Pen et sa condamnation à 5 ans d'inéligibilité concernant donc ce procès des assistants parlementaires du Rassemblement national, les réactions des uns pour François Bayrou, Éric Ciotti et d'autres encore. On parlera aussi de la reprise du dialogue entre Alger et Paris, avec à l'instant, on l'a appris, donc Walem Sinsel qui fait appel de sa condamnation. Et puis enfin, on verra si il faut absolument réguler l'installation des médecins, puisqu'une proposition de loi a été déposée, examinée aujourd'hui. Les coups de cœur et les coups de gueule de l'actualité. Alors, mesdames, messieurs, il faut retenir le 15 avril, il y a un train de la colère, Rémi Branco, qui se prépare du côté de Cahors. Oui, Christine, vous connaissez la France des TGV, celle qui relie Paris aux grandes métropoles. Vous connaissez la France des TER, des RER, ces trains du quotidien. Et puis à la France des intercités, qui relie Paris avec des territoires bonheur, les intercités, un peu plus éloignés, un peu moins denses démographiquement. Vous avez par exemple Clermont-Paris par la Nièvre. Et puis vous avez cette ligne POLT qui relie Paris à Toulouse, que vous connaissez bien, par Limoges, la Creuse, la Corrèze, le Lot, etc. Il se trouve que ces lignes, elles ont été abandonnées. Et c'est des lignes aujourd'hui de la honte. En 1968, quand vous faisiez Cahors-Paris, vous mettiez 1 heure de moins qu'aujourd'hui, qu'en 2025. Donc imaginez, mettez-vous à la place d'un habitant comme moi du Lot, ou plutôt de mes parents et de mes grands-parents, qui ont vu depuis 40 ans, 50 ans, des lignes TGV fleurir partout, 2 heures pour aller à Bordeaux, 1 heure pour aller à Lille, 3 heures pour aller à Marseille, et pendant ce temps-là, nous, on met 1 heure de plus pour aller rendre visite à de la famille, pour aller travailler, un rendez-vous professionnel à Paris, etc. Donc comme ça fait des années qu'on râle, des années qu'on nous fait des promesses et qu'on n'a pas d'acte qui vient, on a décidé de se faire un peu entendre. Donc on va affréter un train, et je félicite les associations d'usagers en colère de la ligne POLT, qui affrètent un train depuis Cahors à 6h40 le 15 avril, pour remonter toute la ligne, par la Corrèze,
par la Haute-Vienne, par la Creuse, par l'Indre, par le Loiret. Tous les usagers, les élus des collectivités, les chefs d'entreprise vont se réunir dans ce train pour aller manifester à Paris auprès du gouvernement et auprès de l'État. Et on va converger avec nos amis qui viendront de Clermont, qui viendront de la Nièvre, pour eux aussi de la Nièvre, pour pousser leur coup de gueule. Parce qu'il n'y a pas de citoyen de seconde zone en France. On doit tous être à égalité devant le service public. Et en plus, franchement, on ne demande pas la Lune, on ne demande pas de TGV, on demande juste des trains qui arrivent à l'heure et qui arrivent aussi vite qu'en 1968. Je crois que la 5e ou 6e puissance du monde est capable de le faire. 7e, malheureusement. 7e, désormais, mais même 7e capable. Oui. Cette histoire d'aménagement du territoire et de train du quotidien, parce que on parle aussi du train. Moi, je me souviens ce qu'on appelait le Capitole. Oui, c'était le Capitole, exactement. Le Capitole, on partait, je crois, vers 7h du soir de Paris. On était vers 23h maximum du côté de Toulouse. Tout TGV. Et en même temps, le TGV, la LGV aujourd'hui pour le Grand Ouest, elle est attendue, Rémi. Mais Samuel. C'est un sujet essentiel, effectivement, puisque depuis Paris, souvent, on ne voit que les distances entre Paris et les trajets entre Paris et les grandes villes, sauf que le train, qui était très développé en France, il faut savoir qu'aujourd'hui, on ferme beaucoup de lignes et qu'il y a beaucoup de départements, justement, pour lesquels les trajets sont de plus en plus longs. Et donc, ces Français-là, eh bien, d'une certaine manière, sont oubliés des décisionnaires, ils sont oubliés de la capitale et ils peuvent moins bien se déplacer. Vous parliez à l'instant de rendez-vous professionnels, d'aller voir votre famille. Effectivement, c'est plus long, ça prend plus de temps. Et en plus de ça, on va en parler sûrement après, mais vous avez ces personnes-là, on leur dit, vous n'avez plus de transport en commun, où ils sont moins pratiques, vous avez moins d'horaires, etc. Et en plus, vous n'avez pas le droit d'utiliser votre voiture pour entrer dans la métropole, il y a les ZFE qui se développent, etc. Donc effectivement, il faut qu'à un moment, on se rende compte que la France, c'est pas juste Paris, c'est pas juste les métropoles, il y a un ensemble du territoire et que les Français qui habitent dans les campagnes, dans la ruralité et même dans les petites villes et moyennes villes, parce que souvent on dit juste la ruralité et les métropoles, eh bien il faut qu'ils puissent avoir accès à les transports en commun. Oui, parce qu'il y a plus de liens, on va dire, économiques ou en tous les cas de fonctionnement, par exemple entre Cahors et Limoges que entre Cahors et Paris. Ce lien-là entre deux grandes villes régionales est aussi important que le relier à la capitale. Si je prends mon département du Lot, beaucoup de Lotois vont faire leurs études, non pas forcément à Toulouse, mais à Limoges. Oui. Parce qu'il y a un pôle universitaire, parce que le logement est moins cher, à Clermont, parce que c'est plus facile d'accès. Donc voilà, donc c'est ces lignes-là qui sont aujourd'hui essentielles, parce que c'est très symbolique. Hein. Une ligne abandonnée, c'est un territoire abandonné et c'est des populations abandonnées. Ouais, et les premiers signaux, c'est souvent la fermeture des gares. Oui, ou alors vous avez aussi, vous arrivez à Brive et on vous dit, vous êtes au mois de mai, et on vous dit, ah, il y a du givre, on va finir en quart au mois de mai. Vous finissez en quart. Vous descendez du train à Brive et vous finissez en quart. Je vous dis pas le symbole de déclassement que c'est quand vous êtes un usager de cette ligne et que vous habitez à la campagne. Je vous mets au défi de faire des transversales aussi. Ça, c'est toujours un grand moment avec le train. Yves, sur l'aménagement du territoire, bon, ça, c'est quelque chose qui, véritablement, c'est un des marqueurs forts de ce sentiment d'abandon, souvent. Hein. Oui, c'est clair. En fait, c'est le patrimoine de Napoléon III à l'époque, qui avait fait la grandeur de la France, toutes ces lignes ferroviaires qu'on avait installées partout et qui permettaient de relier les territoires entre eux, à la fois pour les usagers et pour aussi les productions. Aujourd'hui, les productions agricoles et forestières ne peuvent plus circuler en France, alors qu'on avait des voies ferrées qui permettaient de relier les ports à toutes les zones de production. Il faut savoir qu'aujourd'hui, Parce que ça a été le tout routier aussi qui a pris le relais sur certains secteurs. Un conteneur sur deux qui arrive en France ou part de France arrive par les ports d'Europe du Nord, Rotterdam, Anvers, Bremen. Alors qu'on a Marseille qui est idéalement placé et Le Havre qui est idéalement placé. Et donc c'est hallucinant, quoi. Il n'y a plus de liaison autoroutière. Le train des primeurs qui avait été supprimé, qui a été remis en route par le ministre Castet à l'époque parce qu'il était de ce pays-là. Mais bon, il y a quand même des gens qui ont eu l'idée de supprimer ce train. Enfin, voilà, on se plaint aujourd'hui des émissions de gaz à effet de serre par les camions. En fait, il faut savoir que un porte-container, c'est 97 km de camion. Et donc, à chaque fois qu'il y a un porte-container qui arrive à Anvers, au lieu d'arriver à Marseille, c'est 97 km de camions qu'on met sur les routes. Et donc, c'est tout ça qu'il faut revoir. On avait écrit une tribune avec Fromentin à l'époque, en disant que 80% des Français voulaient habiter dans ces villes moyennes. Et donc, il fallait rééquiper les villes moyennes plutôt que de métropoliser à outrance la France. Et aujourd'hui, on voit ce que donne la métropolisation à outrance. On va continuer parce que sinon, on va pas avoir le temps de faire tout le reste. Justement, Yves, vous avez la parole. C'est un coup de gueule quand le DPE contredit les ZFE.
Oui, vous savez tous la mobilisation qu'il y a actuellement contre les ZFE, notamment la manifestation de dimanche 6 avril, qui est appelée par Alexandre Jardin et toute son organisation, et puis par les motards. En fait, c'est l'interdiction qui est faite depuis la loi de 2019 d'Édouard Philippe, qui interdit à toutes les voitures qui ont un critère 3 et au-delà d'accéder dans 43 métropoles, donc c'est énorme, c'est toutes les métropoles françaises, au motif qu'elles vont émettre des gaz à effet de serre. Bon, les gaz à effet de, pas des gaz à effet de serre, des microparticules qui sont mauvaises pour la santé. Les microparticules, elles ont 3 origines. Les nuages, qui arrivent notamment d'Allemagne et de Pologne, et donc celles-là, on peut pas leur mettre des critères et interdire les nuages d'avancer vers nos métropoles. Les véhicules, et le chauffage domestique. Il faut savoir qu'une vieille chaudière à bois qui n'est plus aux normes d'aujourd'hui, elle émet 1500 mg par mégajoule. Une chaudière au fioul ou au charbon, c'est entre 700 et 1500 mg. C'est-à-dire beaucoup plus que les véhicules. Or, les DPE, qui sont une autre loi absurde de ce gouvernement, encouragent les chaudières au fioul, au charbon et les vieilles chaudières au bois. Et elle met un malus de 230% au chauffage électrique. Depuis, c'est ce qu'on appelle le concept d'énergie primaire qui avait été conçu par les écolos dans les années 70, à l'époque où l'électricité était faite avec du charbon. Aujourd'hui, l'électricité, elle est décarbonée à 93%. Dans le DPE, le chauffage électrique est affublé d'un coefficient de 2,3. On se bat depuis des mois et des années pour que ce coefficient disparaisse. Mais aujourd'hui, vous avez des appartements, des studios de 20 mètres carrés qui sont en G, parce qu'ils sont chauffés à l'électricité. S'ils étaient chauffés au fioul, ils seraient en C ou en D. Voilà l'absurdité du système. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on met des barrières aux gens qui veulent rentrer en ville avec des diesels. Il faut savoir qu'un ménage sur 2, d'après l'INSEE, à faible revenu, a une voiture qui a un critère supérieur à 3. Un ménage sur 2. Et dans le même temps, on met un malus de 230% à l'électricité sur le chauffage dans les agglomérations. Alors peut-être pas tous les types de chauffage électrique, parce qu'il y en a tous les types de chauffage électrique. Parce qu'il y en a des super performants maintenant. On a écrit au moins 4 tribunes sur ce sujet avec des experts. Bon, okay. 2,3. C'est le coefficient d'énergie primaire qui est mis sur le chauffage électrique. Un studio à Paris de 20 mètres carrés avec un chauffe-eau est classé en G, même s'il n'est pas chauffé. On continue. Quelle heure est-il? Je regarde mon réalisateur. Oui, on peut faire un petit coup de cœur, un petit coup de gueule, un petit coup de cœur de Samuel pour le livre de votre patron. Oui, alors je voulais d'abord réagir là-dessus. Je pense que c'est un vrai sujet, le DPE, qui va suivre les ZFE. J'espère qu'on va gagner contre les ZFE. C'est fondamental. Mais pour être très clair, pour l'instant, il y a eu 0 mise en application de la mesure. Hein. Ah oui, non, oui, mais c'est juste. On voit moi, je suis dans une ville où c'est en place depuis 3 ans. Il n'y a pas eu un PV. J'espère qu'il n'y aura pas de mise en place et qu'on finira déjà par gagner. Sur les ZFE, honnêtement, le combat est quasiment gagné, mais il y a déjà des étapes. Il y a un amendement qui a été voté, mais c'est pas la loi. On a fait une manifestation avec Reconquête dimanche dernier à Rouen, avec il y a pas mal de monde. Il y a beaucoup de partis politiques qui se mobilisent. Nous, on est vraiment sur le terrain, dans toutes les fédérations. C'est fondamental pour nous qu'on gagne contre les ZFE. Et j'ai envie de dire à tous ceux qui sont intéressés par le combat culturel, là, c'est une victoire culturelle à avoir face à la technocratie qui fait des choix, que ce soit sur les ZFE, ou sur le DPE, sans véritablement voir les conséquences. Donc c'est fondamental qu'on puisse gagner à la fois sur les ZFE et aussi sur les DPE. On parlait tout à l'heure des Français de classe moyenne ou des Français plus modestes. Eh bien, ce sont les premiers touchés. On sait qu'il y a des problèmes de logement en France. Vous avez des logements qui ne pourront plus être disponibles si on maintient cette absurdité des DPE. Donc à un moment, il faut penser à eux. On leur met les ZFE, il y a une baisse du pouvoir d'achat, on leur met le DPE. Enfin, au bout d'un moment, on voit que ces Français subissent, ils n'ont pas le moyen de se faire entendre et on continue à leur faire subir toujours plus. Sur mon coup de cœur, effectivement, j'ai un coup de cœur pour le livre d'Éric Zemmour de 1997. Ça remonte, c'était il y a 28 ans, Le coup d'état des juges, qui est un livre qui se lit assez facilement, que je conseille à tous les auditeurs de Sud Radio, puisque il prévoyait, d'autres en avaient parlé déjà auparavant, mais c'est vraiment lui qui a fait connaître le sujet en France, le rôle des juges. Alors il faut savoir qu'il y a toujours eu un rapport de force, historiquement, entre le judiciaire, le législatif et l'exécutif. Il y a toujours un rapport de force. Mais lui, ce qu'il pointait du doigt à l'époque, c'était à tous les niveaux, en première instance, en appel, Conseil constitutionnel, il parle aussi du Conseil d'État, la Cour de casse, et au niveau européen. Et, il parle de la place que prend le juge, des conséquences des décisions judiciaires. Et puis il dit aussi, ce qu'on vit aujourd'hui, c'est que il y a une partie du politique, il y a des décisions des juges, mais il y a aussi une partie du politique qui a décidé de laisser aux juges du pouvoir, et donc de permettre ce qui est en train de se passer aujourd'hui, qu'on va certainement commenter ensuite, c'est-à-dire des décisions de justice qui font que les Français ont moins de choix politiques. C'est-à-dire, on pourrait très bien considérer que il y a des peines, on parlera de l'affaire de Marine Le Pen après,
et du Rassemblement national, on peut considérer qu'il y a des peines, mais est-ce que là il fallait forcément que la peine soit exécutée tout de suite? Est-ce que de manière générale, ce ne sont pas aux électeurs de décider in fine? Alors que là, le juge peut empêcher à ce qu'un candidat. Voilà. Donc ce qu'il dit, voilà, pourquoi je dis que c'est un livre à lire, parce qu'il montre vraiment, il pose des questions et il montre la fin de la logique, c'est-à-dire si on donne trop de pouvoir au juge, il peut avoir des conséquences concrètes au niveau démocratique. Et en plus, c'est malheureusement souvent le politique qui a laissé le juge prendre cette place. Alors malheureusement, Samuel, on se met ça de côté. Puis de toute façon, il y a aussi Geneviève derrière, parce qu'on va rentrer dans le sujet. Effectivement, le dossier Marine Le Pen avec cette contre-attaque massive qu'a enclenché le Rassemblement national, avec les conséquences. On va essayer de les décrypter tous ensemble. Vous ne bougez pas, on se retrouve juste après la pause sur Sud Radio. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Radio. Le 10h midi. Mettez-vous d'accord. Christine Bouillot. Et en compagnie à 11h20 avec Yves Damecourt, Rémi Branco, Samuel Lafion, Geneviève Götzinger. Alors, on était à évoquer donc le cas Marine Le Pen, en tous les cas les conséquences de la décision judiciaire. Mais avant, avec vous quatre, je voudrais quand même qu'on revienne sur l'information qui est tombée juste avant 11h ce matin. C'est cette décision de l'écrivain franco-algérien Boualem Sansal de faire appel de sa condamnation à 5 ans de prison en Algérie. C'est ce qu'on a appris de la part de son avocat ce matin, son avocat français, qui précise d'ailleurs que cela n'empêche pas une grâce présidentielle pour l'écrivain franco-algérien, alors que l'on sait depuis hier, effectivement, qu'il y a un desserrement, en tous les cas un rapprochement dans les relations. Geneviève, la reprise de ce dialogue entre Alger et Paris, on le doit à la fermeté de Retailleau et derrière ces fermetés gants de velours. Comment on peut dire? De toute façon, il y a toujours les deux dans ce type dans ce type d'affaires. Hein. Il y a effectivement la fermeté d'un côté, aller le plus loin possible dans la fermeté. Il y a évidemment l'action du comité de soutien pour Boualem Sansal qui a été lancé dès les premiers jours, tout de suite, avec notamment Arnaud Benedetti, avec Arnaud Benedetti, la revue politique et parlementaire, etc. Un comité de soutien international qui se mobilise au quotidien et donc qui exerce une pression extrêmement forte. Après, cette condamnation, c'est une condamnation politique. Elle était évidemment la conséquence immédiate des relations exécrables entre Paris et Alger. Donc le fait que ces relations se dégèlent est évidemment une bonne chose, puisque la grâce ne peut être que présidentielle, ne peut être qu'une décision politique. Donc il y a toujours les deux aspects, l'aspect pression, l'aspect on va le plus loin possible dans des mots très durs, dans des actes éventuellement très durs, dans cette forme de pression, et en même temps, de manière moins visible, il y a des médiations, il y a des négociations, il y a une action de médiation. Et aujourd'hui, le fait que à nouveau Emmanuel Macron et le président Tebboune se parlent, c'est une bonne chose, parce que Tebboune ne prenait plus Emmanuel Macron au téléphone quand même à un moment. Donc voilà. Maintenant, ce qu'on peut là, le dépôt, un recours, évidemment, c'est normal. Hein, on appelle, c'est normal. Et évidemment, ça n'hypothèque pas la grâce, puisque si on considère que la décision de justice est politique, la décision de grâce sera aussi politique, et la sortie de Boualem Sansal, qu'on espère tous de l'ornière dans laquelle il se trouve, ne peut être qu'une décision politique. Samuel, on fait le tour de table sur ce sujet-là, comme ça. Oui, vous savez qu'on a plusieurs discussions en cours avec l'Algérie. Oui. Que le ton est monté assez haut. En même temps, on a des exigences en France qui sont pas appliquées en Algérie. Vous savez qu'on a le sujet des clandestins, on a le sujet des délinquants étrangers qui sont très nombreux dans nos prisons, savoir si on les renvoie. La plupart des Français, la majorité des Français sont pour l'expulsion des délinquants étrangers. Mais sur le cas Boualem Sansal, évidemment, il faut qu'on fasse tout. Il y a les actions de ce comité qui ont été importantes. D'ailleurs, on a plusieurs fédérations en conquête qui ont participé aux mobilisations. Effectivement, il faut se faire entendre. Moi, j'espère qu'il pourra rentrer sur notre sol. On a quand même quelqu'un qui a la nationalité française, qui s'est fait condamné, qui est détenu là-bas par un choix politique et contre la liberté d'expression. Donc nous, il faut qu'on le soutienne jusqu'au bout, et j'espère qu'il pourra rentrer au plus vite. Il y a des sujets, donc c'est ce qui est avancé donc pour la première fois, des dossiers qui étaient un peu bloqués, et Bruno Retailleau fait part de son espoir qu'Alger applique strictement, par exemple, l'accord migratoire bilatéral de 94 sur le retour des étrangers. Rémi, c'est une victoire de Retailleau ou de la diplomatie qu'on n'a pas forcément vue? Pour l'instant, c'est pas encore une victoire. Hein. Je pense que oui, on s'en approche. Voilà.
On l'espère, mais enfin, tant qu'il ne sera pas sorti, ce ne sera pas une victoire. Hein. En tout cas, c'est le début du commencement d'une possibilité de solution. Ce qui est franchement déjà pas mal. On en parlait avec Geneviève il y a 15 jours. Moi, j'avais très peur de l'escalade qui était en train de se nouer. Et derrière, des réactions d'orgueil, d'ego mal placé de dirigeants, quels qu'ils soient, mais notamment du côté algérien. Et comme le disait Geneviève, le fait que le président de la France ne soit pas pris au téléphone, on en arrivait à un point qui était, selon moi, extrêmement grave. Aujourd'hui, le dialogue, il est indispensable. Pour Boualem Sansal d'abord, et pour les relations franco-algériennes aussi. On parle là de deux peuples qui sont extrêmement proches, qui ont des liens culturels, nous on a 5 milliards d'échanges économiques avec l'Algérie, donc c'est un partenaire indispensable. Ça demande donc de la fermeté, mais ça demande du dialogue. Et moi, je me réjouis que enfin ce dialogue puisse se renouer et qu'on puisse demain trouver, je l'espère, un début de solution. Moi, j'avais très très peur, je vous le cache pas, il y a 15 jours, au vu de l'escalade en cours, que on ne revoit plus Boualem Sansal sur le territoire français. Est-ce que malgré tout, je l'ai dit, c'est une décision politique. Est-ce que malgré tout, ça va pas laisser des traces, Yves Damecourt, les traces durables, parce qu'on est allé très loin de côté, hein, mais. J'ai un oncle qui est missionnaire au Congo depuis 1963 et qui avait fait la guerre d'Algérie. Et un jour, dans une émission de la télévision congolaise, il avait dit les Algériens ont gagné la guerre, mais ils n'ont toujours pas gagné la paix. Et en fait, je pense que cette citation, elle résume la situation de l'Algérie, en fait. Et c'est très compliqué. Il y a quelques jours, avec Arnaud Benedetti et David Lisnard, on avait publié une tribune dans le Figaro appelant le président et le Premier ministre à nommer Boualem Sansal ministre de la francophonie pour bien montrer au gouvernement algérien que l'on tient à ce compatriote, à son œuvre et à tout ce qu'il a fait pour le français et pour la francophonie en France et dans le monde. Donc je crois qu'il faut se battre par tous les moyens. Ce comité de soutien est extraordinaire. Ils sont, ils ont le don d'ubiquité. Ils organisent des réunions partout, tout le temps, etc. Je pense que l'action de ce comité de soutien, l'action et la fermeté de Bruno Retailleau ont poussé le président à bouger, quoi. Et donc, alors il faut savoir quand même que la France, elle est tenue un petit peu par son gaz, parce que elle a besoin de gaz. Et donc, elle a besoin du gaz algérien, notamment depuis on fait mine d'arrêter d'acheter du gaz russe, même si on en achète sous d'autres formes. Et donc, tout ça, c'est compliqué parce qu'il faut du gaz pour alimenter les chaudières qui sont classées au DPE dont on parlait tout à l'heure. On y revient. Donc, mais il faudrait dire sur le gaz que si la France a besoin de gaz, c'est parce qu'elle a voté des lois s'interdisant d'explorer et d'exploiter ses propres gisements de gaz. On a quand même 30 ans de réserve de gaz en France qu'on refuse d'exploiter. Et donc, si on veut être souverain, il y a un moment où il va falloir arrêter les conneries et le en même temps. Alors, donc, excusez-moi, mais je m'attendais pas à cette sortie-là pour pouvoir rebondir derrière. On va revenir sur le dossier Marine Le Pen là maintenant avec vous, Geneviève, pour votre coup de gueule, et ça va nous permettre d'ouvrir les questions qu'il y a en cascade sur la séquence politique que nous vivons. Geneviève, coup de gueule sur les ingérences internationales dans ce dossier de Marine Le Pen. Oui, non, mais franchement. D'ailleurs, certains se demandent si c'est pas contre-productif, c'est pas un repoussoir. Un petit peu quand même. On disait tout à l'heure, le problème c'est Trump. Là aussi, le problème c'est Trump, Salvini, Musk, Orban, Poutine, etc. Premier soutien, le Kremlin. Deuxième soutien, Viktor Orban. Oui, franchement, Viktor Orban, je suis Marine. Non, mais franchement, qu'est-ce que c'est que cette ingérence de la part de pays dont les dirigeants n'ont pas à nous donner de leçons en matière d'état de droit, de respect de l'état de droit. Qui ça choque autour de la table? Évidemment. Ça vous choque tous? Moi, je pense que c'est une nouveauté à prendre en compte. C'est-à-dire qu'il faut pas qu'on confonde. Il y a quelques années, on aurait parlé vraiment d'ingérence. Là, j'ai l'impression que de plus en plus, avec ce qui s'est développé avec les réseaux sociaux, tout le monde a pris l'habitude de commenter partout ce qui se passe dans le monde. Vous allez me dire, oui, ce sont des chefs d'État, ils ne sont pas les simples citoyens, mais c'est une nouveauté. C'est une nouveauté. Vous parlez il y a Elon Musk aussi qui a pris la parole. Enfin, il y a beaucoup de gens qui sont exprimés. C'est quelque chose à avoir à l'esprit plutôt que de juger avec notre regard qu'on avait auparavant. De se dire, voilà, maintenant, que ce soit bien, je vous dis pas que c'est bien, mais tout le monde est en train de commenter ce qui se passe à l'étranger. Vous vous souvenez aussi que les médias français avaient beaucoup commenté la campagne entre Obama et Donald Trump aussi. Tout le monde commente ce qui se passe à l'étranger. C'est pas du commentaire. C'est pas du simple commentaire, c'est du soutien. C'est du même registre que quand monsieur Elon Musk va soutenir l'AfD en Allemagne à une élection. C'est la même chose. Obama, les Français avaient soutenu Obama contre Donald Trump. Non, mais Emmanuel Macron n'a jamais soutenu. On a le droit de soutenir un candidat.
Là, il conteste une décision de justice d'un État souverain et démocratique. Ça vous... Comment c'est que Trump soutienne Marine Le Pen pour l'élection, il n'y a aucun problème. Mais contester une décision de la justice française de la part d'un chef d'État étranger, c'est choquant. Vous pouvez pas dire le contraire quand même. Je pense qu'ils ont... Alors si vous lisez ce qu'ont dit certains, par exemple Elon Musk, il parle du fait que... Elon Musk n'est pas élu. Elon Musk n'est pas chef d'État. Là, on parle de Poutine, d'Orban, de Trump. Vous n'allez pas me dire qu'Elon Musk ne compte pas dans le dispositif de Donald Trump. Mais ce qu'il faut voir sur le fond, c'est que vous avez des personnes qui disent, regardez, il y a un poids de la justice dans différents pays qui fait que, si on parle de démocratie, si on parle de souveraineté populaire, à quel point, c'est ça les limites, c'est quel est le poids du juge? Est-ce qu'on peut juste en discuter? Quel est le poids du juge dans les élections? Mais de quel... J'allais dire de quel droit il se permet de dire. Et je veux dire, c'est toute la question. Est-ce qu'on bonne ou une mauvaise justice? Est-ce qu'on peut commenter? On a commenté Hong Kong à l'époque contre la Chine quand les Hongkongais sont mobilisés. Vous avez beaucoup de personnes dans le monde et moi je pense que Hong Kong aurait mérité d'être un peu plus libre si vous me demandez à titre personnel. Mais la réalité, c'est que tout le monde s'est permis de commenter ce qui se passe à Hong Kong, alors que du point de vue de la Chine, c'était pas. Mais il y avait une condamnation des Nations Unies. Non mais j'entends bien. Vous avez vu les Nations Unies condamner la décision de justice sur Marine Le Pen? Mais ce que je vous dis. Mais ça n'a rien à voir. Hein. Si, ça a à voir quelque chose. C'est qu'il faut bien comprendre que pour la suite, on aura de plus en plus dans le monde de commentaires de ce qui se passe à droite ou à gauche. Allez, désolé, on fait pas un break comme ça par hasard, mais je vais me faire rattraper par mon chef et mon réalisateur qui me demande de faire une petite pause et on se retrouve juste après sur Sud Radio. À tout de suite. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Christine Bouillot. Allez, on continue d'évoquer avec Yves Damecourt, Rémi Branco, Samuel Lafont, Geneviève Göttinger. Alors avec tous les quatre, on était Geneviève, votre coup de gueule, c'était effectivement sur cette ingérence. Vous disiez, vous n'êtes pas d'accord avec, on va dire, les soutiens que Marine Le Pen a pu avoir. Alors c'est pas elle qui les a demandés, c'est qu'ils sont arrivés tout seuls. Mais vous dites, alors vous pensez que c'est déjà d'une, c'est insupportable, mais surtout, est-ce que ça peut aider le RN d'avoir ce genre de soutien dans l'opinion publique, le résultat des électeurs? Non, je pense pas que ça aide particulièrement. Je pense que Trump est un repoussoir auprès de son électorat. Poutine est plutôt un atout, mais Trump est un repoussoir, donc ça n'aide pas. Mais pour moi, à la limite, c'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est respecter notre état de droit, l'indépendance de notre autorité judiciaire. Et il n'y a aucune raison que des puissances étrangères viennent commenter des décisions de justice en France. C'est tout. Surtout d'États qui n'ont, encore une fois, aucune leçon à nous donner en matière de démocratie, en matière de respect de l'état de droit, en matière d'indépendance de l'autorité judiciaire par rapport au pouvoir politique. Voilà, donc qui restent chez eux et qui s'occupent et qui règlent leurs propres problèmes et qui améliorent l'état de droit chez eux. Marine Le Pen a dit que l'annonce d'un nouveau procès en appel avant l'été 2026, donc quasiment moins d'un an, un petit peu plus d'un an après la première condamnation, la première instance, elle dit que c'est une bonne nouvelle. Cette célérité, cette rapidité de la justice à trouver un espace assez grand pour ce procès-là, quel effet aussi ça donne dans l'opinion, cette accélération du calendrier? Est-ce que Rémi Branco, c'est pas aussi que la justice montre que finalement c'est allé très loin cette affaire ou pas? Moi, je suis embêté parce que d'un côté, il y a un principe qui est l'égalité devant la loi. Il y a un principe qui est que chacun est traité de la même façon. Et je pense à tous ces élus locaux qui ont été condamnés à un moment et qui ont eu l'exécution immédiate de leur peine et qui se disent mais pourquoi elle a droit à avoir un appel si vite et à pouvoir à nouveau se défendre. Voilà. Et en même temps, on voit bien que ça crée un émoi national. Moi, je soutiens d'abord la décision de justice. Je soutiens les juges parce qu'ils sont libres et indépendants. En même temps, je vois bien aussi qu'il y a parfois des sentiments d'incompréhension. Donc, je pense qu'il faut à la fois expliquer pourquoi elle a été condamnée, parce que les faits sont implacables. Il faut expliquer ça, et en même temps, s'il y a la possibilité de faire appel, ça peut-être éviter une suspicion supplémentaire sur l'appareil judiciaire qui n'en a pas besoin en ce moment. Donc, je suis plutôt, moi, satisfait qu'il y ait cette décision, même si, encore une fois, ça me pose, au fond, quand même un petit souci d'égalité de tous devant la loi. Yves Damecourt. Écoutez, moi, j'étais dans l'équipe de François Fillon en 2016-2017. Et la façon dont il a été mis en examen de façon express, je crois que ça s'est jamais vu sur un autre dossier, a posé question. Surtout qu'il a été mis en examen juste avant l'entrée en vigueur de la loi Fenech le 27 février 2017. Et cette loi Fenech, c'était une loi qui, s'il avait été mis en examen après, les faits auraient été prescrits. Anne Hidalgo, au même moment, était poursuivie pour emploi fictif qu'elle occupait au ministère de la Santé. Et elle a été mise en examen 2 jours après la loi Fenech, ce qui fait que ces faits ont été prescrits.
Bon, ça pose question. Dans le procès Fillon encore, la question de la prescription a été jugée de manière défavorable pour François Fillon, mais les mêmes critères dans l'affaire Ferrand ont été jugés de façon favorable. C'est-à-dire que dans l'affaire Fillon, on a pris comme fait générateur l'article du Canard enchaîné. Pour l'affaire Ferrand, on a dit que la SCI avait été créée avant l'article et que donc c'était la création de la SCI. Qu'est-ce que vous voulez dire? Que le dossier est vide chez Marine Le Pen? Je veux dire que moi, c'est pas la décision de justice qui me gêne. C'est la façon dont la justice organise le processus judiciaire. Et donc, on n'est pas dans la loi. Je rappelle quand même qu'ils ont déposé 49 recours au cours de la procédure. Oui, non, mais moi, il y a 4 millions de détournements de fonds. La sanction, elle n'est pas discutable. La seule chose qui fait débat aujourd'hui, c'est l'exécution immédiate. Voilà, vous l'avez compris. Et donc là-dessus, les magistrats sont pas tous d'accord. Je voudrais qu'on revienne sur l'histoire du calendrier, parce que je fais rapidement. Ici, Philippe Bilger lui-même. Mais les juristes, enfin moi j'ai écouté le premier président de la Cour de cassation qui est venu, etc. Le président de la Cour d'appel expliquer qu'attention, aller très loin sur la vindicte concernant la justice, c'était peut-être quelque chose de très contre-productif pour les politiques. Mais moi je veux revenir sur le calendrier judiciaire. Donc admettons qu'il y ait un procès à l'été 2026, décision avant la fin d'année 2027, qui condamne à nouveau Marine Le Pen. Admettons, même fait, même conséquence. Cour de cassation qui met, j'entendais le président de la Cour de cassation, qui met entre 1 an ou pas pour se décider. Donc ça veut dire qu'on peut avoir une candidate, et donc c'est suspensif, donc elle est toujours présumée innocente. Ça veut dire qu'on peut avoir une candidate à la présidentielle qui est déjà condamnée par 2 fois devant un tribunal. Est-ce que ça n'est pas une séquence qui abîme durablement le lien entre tous les hommes et les femmes politiques et les citoyens? C'est même juste hallucinant qu'une femme qui est condamnée puisse envisager de se présenter à l'élection présidentielle. Voilà. Moi, pardonnez-moi, je suis peut-être un peu vieux jeu, mais pour moi, quand on est condamné sur des faits qui sont implacables, on ne songe même pas à aller concourir pour la fonction suprême dans ce pays. C'est juste... Vous laissez pas les électeurs décider? Mais... non, si elle est condamnée en appel, honnêtement, et même... alors, ce qui est un peu gênant, c'est que le procureur, après la Cour de cassation, a validé déjà le jugement de la première instance. Or, c'est pas son rôle. Donc, ça, c'est quand même curieux. Oui. Mais par contre, si elle est condamnée, bien sûr. D'ailleurs, elle le demandait elle-même il y a 15 ans, en disant « Un élu condamné pour des détournements de fonds publics dans le cadre de ses fonctions doit être inéligible à vie. » Oui, mais si elle se pourvoit en cassation, Samuel... Vous avez posé la question essentielle, c'est question de confiance dans les institutions. Parce que typiquement, si finalement elle était candidate et que derrière elle a été condamnée définitivement, on pourrait se dire mais est-ce qu'on peut encore faire confiance? Est-ce qu'elle devait être candidate? Et l'autre question, c'est est-ce que in fine ce sont les électeurs qui doivent choisir, quels que soient les cas, quelles que soient les condamnations, est-ce que quelqu'un peut se présenter? Et dans ce cas, c'est l'électeur, quel qu'il soit, qui est libre, citoyen, de dire je vote pour telle ou telle personne, ou est-ce que le juge peut empêcher quelqu'un de se présenter? C'est ça. Et en fait, dans ce spectre-là, parce que vous parliez de l'exécution provisoire tout à l'heure, dans ce spectre-là, où est-ce qu'on met le curseur? Mais là, je comprends pas. Si n'importe quel élu qui est accusé de détournement de fonds se dit, du coup, je me présente à une élection, comme ça, je suis tranquille, j'ai l'immunité, comme à Koh-Lanta, là, on n'en sort plus. C'est pas parce qu'on est élu ou qu'on se présente à une élection qu'on est au-dessus d'un citoyen lambda. Mais c'était juste vraiment, je tiens à dire ça, je termine. On parle pas de, c'est pas n'importe quel fait, on parle de détournement de fonds publics pour enrichissement partisan. Elle n'a pas été condamnée pour un vol de voiture. Elle a concrètement pris de l'argent public pour enrichissement partisan. Donc c'est quelque chose d'extrêmement grave quand on se présente après devant des électeurs. Donc ça peut pas être les électeurs qui rendent la justice. Vous voyez ce que je veux dire? Mais c'est le sujet. Mais le droit prime. Non, mais c'est le sujet. Vous vous souvenez de l'affaire Guérini, par exemple, et d'autres affaires qui avaient eu. Le problème, c'est que vous avez des personnes qui sont condamnées. Alors, je ne me rappelle plus de la décision définitive pour Monsieur Guérini en l'espèce, mais vous avez des personnes qui étaient parfois très peu condamnées en plus, donc elles avaient plutôt intérêt à continuer ce qu'elles faisaient. Et le pire, c'est quand des personnes sont concernées, quand elles ont fait en sorte d'acheter plus ou moins des personnes autour d'elles pour avoir des voix. Ça, c'est l'autre sujet, c'est que si en fait vous êtes condamné parce que vous avez fait en sorte d'être élu, parce que vous avez fait des arrangements avec telle ou telle personne sur place, vous avez une chance que les électeurs en question continuent de voter pour vous parce qu'ils avaient un intérêt à voter pour vous. Mais de manière générale, on parle de la présidence de la République. Est-ce que, parce qu'on parle aussi de confiance des institutions, est-ce qu'elle peut se présenter? Parce que si jamais on considère, là on parle de Marine Le Pen dans ce cas-ci, mais ça pourrait être n'importe qui d'autre, on peut parler de Jean-Luc Mélenchon, n'importe qui. Si jamais on considère qu'elle peut pas se présenter, il va y avoir un doute. On parle de la justice, mais sur les institutions en général et sur la justice. Alors malheureusement, le doute vis-à-vis de la justice, il est plus. Il n'y a pas besoin d'avoir l'affaire Le Pen pour avoir un doute. Vous savez bien que malheureusement, vous parlez des justiciables, vous parlez des élus condamnés, mais pas seulement. Les Français qui sont concernés par la justice, notamment les victimes, qui doivent attendre des années avant d'avoir des appels et qui subissent ça pendant longtemps, eh bien, ils peuvent se dire bon, il y a un 2 poids 2 mesures. Mais
dans tous les cas, la question majeure, c'est est-ce que les citoyens peuvent décider, in fine, oui ou non? Et non, mais ce que je veux dire, c'est que quelles conséquences pour la confiance dans Samuel et vous quatre autour de la table, est-ce que là on se trompe pas non plus de débat en pensant que on prive les électeurs du RN d'une candidate, en sachant qu'il y a d'autres candidats potentiels? Le RN peut continuer d'exister. Est-ce que finalement il faut sauver le soldat Marine Le Pen au sein du RN coûte que coûte? D'ailleurs, les premiers sondages après cette condamnation ont montré que finalement, Jordan Bardella, s'il se substitue à Marine Le Pen comme candidat à l'élection présidentielle pour le Rassemblement national, avait aujourd'hui les mêmes scores qu'elle. Donc le sujet n'est pas de sauver Marine Le Pen. Si Marine Le Pen est condamnée, elle est condamnée. Le Rassemblement national aura un autre... Vous savez, moi je travaille beaucoup sur l'Afrique. Il s'est passé un cas de figure au Sénégal, où l'homme qui devait être président de la République, candidat, Ousmane Sonko, l'homme, voilà... a été dans l'impossibilité de se présenter suite à une condamnation judiciaire. Et il a dit à son fidèle second, Bassirou Diomaye Faye, je te soutiens. Et il y a même eu un slogan, Sonko c'est Diomaye et Diomaye c'est Sonko. Diomaye Faye est aujourd'hui président de la République du Sénégal. Donc ça n'empêche rien. Ça n'empêche rien. Effectivement, les électeurs tranchent. Et Marine Le Pen a beaucoup de chance de ne pas avoir été présidente parce qu'elle prenait l'inéligibilité à vie. Oui. Donc, ce que vous l'avez dit. Donc, à un moment donné, ce que je trouve d'ailleurs, moi personnellement, excessif. On a droit à la rédemption, qu'on soit élu, qu'on soit simple citoyen. Donc, je trouve pour le coup que le RN a le droit de présenter des candidats à des élections et Marine Le Pen aura le droit, à l'issue de son inéligibilité, de se présenter à nouveau à des élections comme n'importe quel élu qui est condamné. Alors, on va s'arrêter un court instant sur Sud Radio. On va continuer avec vous puisque on va parler aussi de cette volonté, enfin cette discussion qui a commencé à avoir lieu hier à l'Assemblée nationale lors des questions au gouvernement, et le gouvernement qui ne ferme pas la porte à modifier cette loi justement pour supprimer cette fameuse exécution provisoire que lui-même avait votée il y a quelques années dans ce cas de figure-là. Donc ça aussi, quel rapport ça peut avoir avec les parlementaires, entre la classe politique et les citoyens? Est-ce que ça fait pas un peu de tripatouillage? C'est la question qu'on va se poser. Ou est-ce qu'on est allé trop loin à chaque fois qu'on décide de faire une loi, comme on dit, sous le coup de l'émotion? Allez, à tout de suite. Sud Radio, votre attention est notre plus belle récompense. Vous êtes vraiment une radio exceptionnelle et merci à vous de donner la parole aux auditeurs. Christine Bouillot. Toujours en compagnie d'Yves Damecourt, viticulteur, ancien élu local, Rémi Branco, vice-président du département du Lot, et je renvoie aussi à votre livre Loin des villes, loin du cœur aux éditions de l'Aube, Samuel Lafont, porte-parole de Reconquête, Geneviève Götzinger, présidente de l'agence Image. On évoquait donc les différentes derniers rebondissements, en tous les cas les déclarations. Hier à l'Assemblée nationale, donc François Bayrou a été questionné, après s'être dit troublé par cette décision de justice concernant Marine Le Pen, sa condamnation à 5 ans d'inéligibilité avec effet immédiat. Je rappelle que le Rassemblement national a confirmé avoir fait appel et que cet appel aura certainement lieu à l'été 2026. Certains demandent, comme Éric Ciotti pour l'UDR, un allié du Rassemblement national, à ce qu'on supprime tout simplement aujourd'hui l'exécution provisoire qui est prévue dans la loi et qui a permis la condamnation, enfin qui a amené à la condamnation de Marine Le Pen. Yves Damecourt, cette, on va dire, célérité des hommes et des femmes politiques actuels aujourd'hui de dire, oh là là, mon Dieu, c'est très dur ce qu'elle subit, c'est très méchant, et donc il faut tout revoir parce que ça va pas, ce qu'on a voté il y a 3 mois. Quel effet ça peut avoir dans l'opinion publique aujourd'hui? Bon, en fait, c'est désastreux parce que, mais bon, l'opinion publique aussi, de son côté, est demandeuse. Elle veut que les députés proposent des choses. Et comme les députés n'ont que des lois à proposer, c'est comme ça qu'on a une espèce d'inflation. Donc, dans l'urgence de l'affaire Cahuzac, on a fait voter l'inéligibilité. Et puis maintenant, dans l'urgence de l'affaire Le Pen, on veut la supprimer. Et c'est comme ça que notre arsenal législatif augmente, etc. Et que finalement, il ne faut pas s'étonner derrière si les juges jugent, puisqu'en fait, on leur met des tas de lois, et donc ça fait bosser les juges et les avocats. Donc tout ça est pour moi désastreux. Et à côté de ces procès hors normes et qui sont qui font le buzz médiatique, il y a une multitude de procès avec des gens qui sont dans l'attente de décisions et qui n'avancent pas
parce qu'on va préférer s'occuper de Depardieu parce que ça passe à la télé, de Le Pen parce que ça passe à la télé, de Cahuzac parce que ça passe à la télé. Et derrière, on a une force judiciaire qui s'occupe de ces dossiers-là. Et il y a une multitude de gens qui attendent des décisions de justice. Enfin, des enquêtes qui n'en finissent pas. Voilà. Et des incompréhensions. Parce qu'au moment où il y a eu l'affaire Le Pen, il y avait l'affaire du Modem, il y avait l'affaire de la France Insoumise qui, tous, avaient des parlementaires qui étaient utilisés à l'usage de leur parti. Les gens ne comprennent pas pourquoi ces affaires n'ont pas avancé conjointement. Pourquoi est-ce que la France Insoumise est toujours en instruction judiciaire et toujours pas jugée? Pourquoi est-ce que le Modem, il y a eu des choses disparates? Pourquoi est-ce que, enfin, voilà, les gens comprennent pas. Donc en fait, si on veut que la démocratie fonctionne, il faut que les gens comprennent les actions de justice, il faut qu'ils comprennent le processus judiciaire, il faut qu'il y ait une communauté d'objectifs, il faut que les députés arrêtent de légiférer sur tous les sujets, tout le temps, en fonction de l'actualité. Samuel. Le rôle du Parlement, contrôler, représenter, légiférer. Malheureusement, comme il a été dit à l'instant, le seul élément médiatique, le seul outil médiatique pour eux, c'est de légiférer. Donc on a depuis des années un empilement de normes plus qu'excessif, délirant. Je sais que chez Reconquête, on n'est pas les seuls, mais en tout cas, c'est un combat important pour nous pour combattre cet empilement de normes. Ce qu'il faut voir en revanche, vous parlez du délai de refaire une loi. Si on considère que le Parlement, c'est l'expression de la souveraineté nationale via un système représentatif, eh bien c'est le peuple qui, via ses représentants, peut décider de changer une loi, même s'il a fait une loi un mois avant. Il a toute la liberté de le faire, vu que c'est la loi qui est au sommet de tout, avec les représentants du peuple. Mm-hmm. Donc on peut très bien décider de faire une loi. Mais évidemment, médiatiquement, ça peut choquer de se dire, regardez, il y a un problème là, on trouve rapidement une solution, alors qu'il y a des problèmes. On parle d'aménagement du territoire. Non, mais il y a eu des millions de gens dans la rue, par exemple, pour la réforme des retraites. On n'a pas bougé une ligne. Il y a question d'air. Les gens vont trouver ça. On parle d'aménagement du territoire, on parle évidemment d'insécurité, on parle d'immigration, on parle des hôpitaux, du logement, on a l'impression qu'on trouve jamais de solution. Et là, du jour au lendemain, on a l'impression qu'on peut claquer des doigts et trouver une solution. Bon, si Geneviève, on considère que l'exécution immédiate qui est effectivement prévue par la loi Sapin 2 n'est pas une bonne chose, une bonne disposition. Mais il y a un appel, donc on verra bien. Si on considère ça, on peut effectivement revoir la loi. Cela dit, donner le sentiment qu'on va créer une loi pour une personne, pour sauver aujourd'hui Marine Le Pen, pour contourner une disposition préexistante, juste pour quelqu'un, c'est totalement catastrophique. Moi, je voulais... pour la démocratie. Pour la démocratie. Et est-ce que ça n'entache pas, et c'est Marine Le Pen qui le disait lundi soir à la télévision, déjà, quelque part, celui ou celle qui sera élu en 2027. Cette espèce de poids du soupçon, quoi qu'il arrive, cette affaire. Enfin, il y a une décision de justice qui est prise. À un moment donné, tous ceux qui fragilisent cette décision de justice vont forcément fragiliser le processus démocratique qui suit derrière. Moi, je suis abasourdi quand j'entends le Premier ministre dire devant l'Assemblée, devant les représentants du peuple, je m'exprime en tant que citoyen. Alors lui, je comprends pas. Soit il s'exprime comme maire de Pau, soit il s'exprime comme citoyen. Il faut que quelqu'un lui explique qu'il est Premier ministre de la France et que quand on est Premier ministre de la France, on défend, on soutient la justice de son pays. La justice a rendu une décision de justice aujourd'hui. Elle sera peut-être discutée en appel, mais on ne conteste pas, on ne dit pas qu'on est troublé, on ne jette pas le trouble et la suspicion sur une décision de justice dans un état de droit. Donc là, moi, je pense qu'il est temps que tout le monde se reprenne. Moi, que certains, parce qu'ils ont eu aussi des déboires avec la justice pour les mêmes raisons d'enrichissement partisan, soient un peu gênés aux entournures, je le vois bien, hein. Je le comprends du côté de la France Insoumise, parfois du côté du Modem, mais une fois qu'on est Premier ministre, là, on défend la justice de son pays et les décisions qui sont prises par elle. Samuel Lafont. Ouais, c'est vrai, quand on entend François Bayrou, on se demande s'il a bien compris qu'il était Premier ministre. On a l'impression qu'il a, mais vraiment, j'en ai parlé déjà ici, sur le plateau de Sud Radio, quand il a décidé d'aller à Pau, alors qu'il y avait des urgences à gérer au niveau national. J'avais de dire, peut-être que tu aimes ta mairie de Pau, très bien, mais maintenant tu es Premier ministre, tu as changé de rôle. C'est un rôle qui est extrêmement important pour les Français. Il faut d'abord gérer ce que tu as à faire comme Premier ministre. On a l'impression qu'il est nuancé seulement quand ça concerne ses petits intérêts, c'est-à-dire son intérêt immédiat aujourd'hui, c'est de rester. François Bayrou, c'est l'homme qui veut durer le plus longtemps possible à son poste de Premier ministre pour pas être viré. Alors c'est délirant. Alors honnêtement, j'étais pas trop surpris du ton de son intervention, mais on peut se poser des questions sur ce qu'il va faire derrière. Parce qu'il a promis la proportionnelle, il arrête pas d'en parler, elle arrive jamais. Il parle de différents sujets, on se dit qu'il va rien faire tout le long de son mandat, comme il avait rien fait au commissariat au plan. Voilà. Alors le problème aujourd'hui, quand on est Premier ministre, on s'exprime pas à titre personnel. Quand on est Premier ministre, on n'a pas d'avis personnel. Quand on est Premier ministre, on se pose
pose pas de questions. Quand on est Premier ministre, quand on est dans l'hémicycle, on s'exprime en tant que Premier ministre, on respecte la fonction de Premier ministre qu'on exerce, et donc on défend l'autorité judiciaire. C'est tout. Je voulais terminer avec vous quatre également. Démocratie française exécutée, état de droit violé, régime autoritaire. C'est des termes qui ont été utilisés depuis 48 heures maintenant par beaucoup de personnalités politiques aujourd'hui. Est-ce que vous considérez que cet axe-là de sémantique et de défense est dangereux aujourd'hui en l'état actuel des choses? Geneviève, je commence par vous. Vous aviez la parole. Oui, mais absolument, c'est très dangereux. Mais bon, c'est la stratégie qu'a choisie Marine Le Pen, une stratégie de victimisation. C'est pas une victime. C'est quelqu'un qui a été déclaré coupable de détournement de fonds à un niveau extrêmement élevé. Et encore une fois, c'est des fonds publics. C'est des fonds européens ou c'est des fonds. Ça sort de notre poche à tous. Je veux pas de populisme là, mais enfin, les détournements de fonds de la part d'élus, c'est quelque chose d'extrêmement grave. Voilà. Il faut quand même revenir aux faits, juste aux faits. Elle est déclarée coupable. Elle n'est pas une victime. Donc bon, alors cette stratégie politique me semble en outre contre-productive pour notre démocratie. Et en ce sens, sa stratégie me semble particulièrement grave. Voilà. Yves.